Une planète peut-elle dépasser la taille de son étoile parente? Si l'on parle d'une étoile comme notre Soleil, cela semble extrêmement improbable. Toutefois, considérons le cas d'une naine blanche, résidu d'une étoile similaire au Soleil, qui, après avoir expulsé ses couches externes, ne conserve que son noyau. Ce noyau compact, que l'on nomme naine blanche, atteint généralement une taille comparable à celle de notre planète. Dans le cas où une étoile abritait, avant son extinction, une planète plus grande que la Terre, cette planète pourrait survivre au chaos stellaire. Une telle configuration pourrait alors donner naissance à un système où la planète surpasse l'étoile en taille. Des observations ont effectivement révélé l'existence de systèmes de ce genre. Mais une difficulté s'impose. Une naine blanche n'est plus une étoile active comme notre Soleil. Privée de toute production d'énergie, elle se refroidit lentement, ce qui limite l'intérêt pour un tel système. À titre de comparaison, le Soleil est un astre en pleine activité, alimenté par la fusion de l'hydrogène en hélium dans son noyau. Ce processus, entamé il y a plus de 4 milliards d'années, se poursuivra encore pendant 7 ou 8 milliards d'années. En termes de dimension, le Soleil est 10 fois plus grand que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Quant aux planètes, il n'est pas possible qu'elles soient considérablement plus grandes que Jupiter. Toute augmentation de masse entraîne une contraction de leur taille. Il semble donc exclu qu'une planète dépasse la taille du Soleil. Cela dit, il existe des étoiles naines rouges, des astres de faible luminosité qui comptent parmi les plus petites étoiles observées. À peine assez massives pour maintenir une fusion nucléaire, ces étoiles présentent des dimensions extrêmement réduites. Les plus petites étoiles connues, récemment découvertes, EBLM J055557AB et 2 masses J052338V2 14O3O22, fusionnent difficilement l'hydrogène en hélium et nécessitent une masse minimale d'environ 0,77 fois celle du Soleil, soit environ 75 masses de Jupiter, pour y parvenir. Bien que minuscules, elles demeurent des étoiles à part entière. Certaines possèdent une taille inférieure à celle de Jupiter, et l'une d'entre elles rivalise même avec Saturne en termes de petitesse. Cela signifierait-il qu'une étoile pourrait avoir une planète plus grande qu'elle-même? En théorie, oui. Toutefois, en pratique, ces systèmes planétaires demeurent extrêmement rares et difficiles à identifier. Nous avons découvert et étudié un grand nombre d'exoplanètes, ces mondes gravitant autour d'autres étoiles. Ces observations ont révélé des caractéristiques variées, telles que des différences de masse, de taille ou de luminosité. Toutefois, une tendance se dégage. Les naines rouges n'abritent généralement pas de géantes gazeuses dans leur orbite. Lorsqu'elles possèdent des planètes, celles-ci sont le plus souvent de petits mondes rocheux, semblables à la Terre, que l'on qualifie également de planètes telluriques. À titre d'exemple, le système TRAPPIST-1, une naine rouge, compte 7 planètes de la taille de la Terre autour d'elle. Les géantes gazeuses en orbite autour des naines rouges sont extrêmement rares. Moins d'1 sur 100 de ces petites étoiles semblent abriter une telle planète. Ce chiffre pourrait même être surestimé, car il repose sur l'observation de candidates dont l'existence n'a pas encore été confirmée. Par ailleurs, les étoiles les plus petites sont également celles qui émettent le moins de lumière, ce qui les rend difficiles à détecter. Identifier la présence de planètes autour de ces astres représente donc un défi. Et lorsqu'elles en possèdent, il reste complexe de déterminer si ces planètes sont gazeuses ou telluriques. Toutefois, l'existence d'un système où une planète dépasse la taille de son étoile reste possible, bien que sa probabilité soit extrêmement faible. Par ailleurs, les naines rouges sont très répandues. Elles représentent environ 70% des étoiles de la galaxie, ce qui en fait le type d'étoile le plus courant. Même si les naines rouges extrêmement petites sont relativement rares, leur nombre dans la galaxie se compte probablement en millions, voire en milliards. Ainsi, même si une faible proportion de ces étoiles abrite des géantes gazeuses, cela pourrait signifier qu'un nombre significatif de ces systèmes existent. Et parmi eux, certains pourraient bien héberger des planètes plus grandes que leurs étoiles hôtes. Récemment, le télescope spatial James Webb a repéré quelque chose que personne ne s'attendait à voir. Il pourrait s'agir d'un nouveau type d'étoile né dans les premiers instants de l'univers. Et le plus étonnant, c'est que cette étoile est probablement alimentée par de la matière noire. En effet, environ 84% de la matière présente dans l'univers n'émet ni n'absorbe de lumière. Les astronomes appellent cette matière, qui ne peut être ni vue directement ni détectée par des moyens indirects, la matière noire. Elle est censée affecter la matière visible, le rayonnement et la structure même de l'univers. Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs détecteurs qui recherchent des particules massives en interaction faible, c'est-à-dire ce dont la matière noire pourrait être composée.
Mais jusqu'à présent, les chercheurs n'ont rien trouvé de tel. L'une des études les plus récentes affirme que la matière noire pourrait produire de longs courants à grains fins qui rayonneraient à partir de la Terre comme des cheveux et se répandraient dans tout l'univers. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Revenons maintenant aux étoiles noires, ces astres qui pourraient être alimentés par cette mystérieuse matière noire. Le concept même de ces étoiles reste hypothétique. Les astronomes ne sont pas encore certains que ce soit bien cela que nous révèlent les images reçues par le télescope James Webb. Mais si seulement l'une des 3 candidates repérées par les scientifiques s'avérait correspondre à ce nouveau type d'étoile, nous pourrions nous faire une meilleure idée de la façon dont les étoiles se sont formées dans les premiers temps de l'univers. De plus, nous pourrions découvrir quelque chose de nouveau sur la matière noire et même comprendre comment les trous noirs supermassifs sont apparus dans l'univers. Le terme « étoile noire » a été mentionné pour la première fois en 2007. Ces objets pourraient être parmi les premiers types d'étoiles à s'être formés dans l'univers. Ils n'ont pas encore été observés. Mais selon les astronomes, il est possible que ce soit la chaleur générée par les interactions de la matière noire qui les alimente, et non pas la réaction de fusion nucléaire, comme c'est le cas pour notre Soleil. D'après certains experts, les étoiles noires ont probablement un aspect très étrange. Elles pourraient être issues de nuages d'hydrogène et d'hélium, contenant de grandes quantités de matière noire. Nous ne connaissons toujours pas la nature de cette matière. Mais il existe une théorie selon laquelle les particules de matière noire pourraient interagir entre elles, s'annihiler lors de leur collision et produire ainsi d'énormes quantités de lumière et de chaleur. Cette chaleur empêcherait alors les nuages d'hydrogène et d'hélium de se condenser. Et ces gaz ne seraient pas en mesure de créer des noyaux denses et chauds semblables à ceux que possèdent les étoiles actuelles. Sans la condensation du nuage de gaz, les étoiles noires pourraient atteindre des dimensions phénoménales. En théorie, une étoile noire pourrait être environ 10 fois plus large que l'orbite de notre planète autour du Soleil. Imaginez la taille d'un tel monstre dans l'espace. Ces étoiles seraient également des millions de fois plus massives que notre astre, et leur lumière pourrait être des milliards de fois plus intense. C'est peut-être la raison pour laquelle James Webb a réussi à les repérer. Pour tenter d'identifier d'éventuelles étoiles noires, les scientifiques ont examiné minutieusement certaines galaxies primitives capturées par le télescope James Webb. Ils ont ainsi pu repérer plus de 700 objets susceptibles d'être apparus au cours des 100 premiers millions d'années ayant suivi l'apparition de l'univers. Et c'est exactement à ce moment que nous situons la naissance des étoiles noires. La lumière provenant d'objets apparus il y a si longtemps est distendue, ou, comme le disent les astronomes, décalée vers le rouge. L'équipe chargée d'examiner les images a donc choisi 4 objets dont le décalage vers le rouge avait déjà été confirmé. Cela signifie que les chercheurs examinent aujourd'hui certains des plus anciens objets spatiaux observés à ce jour. Ces objets pourraient être de minuscules galaxies datant de l'époque où notre univers était encore extrêmement jeune. Malheureusement, comme ils sont très éloignés, la résolution du télescope James Webb n'est pas suffisante pour déterminer s'il s'agit bien de galaxies ou simplement de grosses étoiles super brillantes. WOHG 64 est vraisemblablement l'étoile la plus vaste jamais découverte à ce jour. Véritable titan céleste, elle émet une lumière d'une intensité spectaculaire. Pour mieux appréhender son échelle, comparons-la à notre Soleil. Son rayon est approximativement 1540 fois plus grand. Autrement dit, cela reviendrait à mettre en parallèle un grain de sable et un ballon de basket. Si l'on plaçait WOHG 64 au centre de notre système solaire, son immense surface dépasserait largement l'orbite de Jupiter, engloutissant ainsi Mercure, Vénus, la Terre, Mars et même Jupiter. Pour donner un ordre de grandeur, l'orbite moyenne de Jupiter se situe à environ 1000 fois le rayon solaire, tandis que celle de Saturne atteint environ 2000 fois ce rayon. Avec son rayon moyen équivalent à 1500 fois celui du Soleil, WOHG 64 se situe donc entre ces deux planètes. De plus, l'enveloppe de poussière entourant cette étoile s'étendrait sur une distance avoisinant une année-lumière, soit environ 5488 milliards de kilomètres. Cette étoile n'est pas seulement gigantesque, mais également d'une luminosité extraordinaire. En effet, elle figure parmi les étoiles les plus éclatantes jamais identifiées. La luminosité, qui mesure l'énergie totale émise par une étoile en un temps donné, atteint chez WOHG 64 un niveau environ 282 000 fois supérieur à celui de notre Soleil.
L'une des caractéristiques les plus fascinantes de WOHG-64 réside dans son enveloppe de poussière environnante. En 2007, des astronomes, grâce au très grand télescope, ont mis en évidence qu'elle était entourée d'un nuage de poussière en forme de Thor. Ce nuage, particulièrement dense, obscurcit partiellement l'étoile. Il est constitué de matière éjectée par l'astre lui-même et représente une masse estimée entre 3 et 9 fois celle du Soleil. L'étoile dont nous parlons a été identifiée dans les années 70 par Bengt Westerlund, Hollander et Edin. Le sigle WOH qui compose son nom est d'ailleurs un hommage direct à ses découvreurs, formé à partir des initiales de leurs noms respectifs. Westerlund, en plus de cette découverte, a également repéré une autre supergéante rouge exceptionnelle, Westerlund 126, localisée dans un amas d'étoiles massif nommé Westerlund 1, au sein de la constellation de Lara. WOHG-64 est aujourd'hui dans un état si avancé de son évolution qu'elle ne parvient plus à retenir son atmosphère. Cela s'explique par sa très faible densité, la puissance de ses radiations et l'opacité accrue des produits de la fusion thermonucléaire. Par conséquent, la vitesse à laquelle elle perd sa masse figure parmi les plus élevées jamais enregistrées, même pour une supergéante rouge atteignant des niveaux exceptionnels. WOHG-64 présente également un spectre d'émissions nébuleuses inhabituel. Son gaz chaud, riche en azote, affiche une vitesse radiale plus positive que celle de l'étoile elle-même, un phénomène pour le moins atypique. Il est également possible que cette étoile ait un compagnon, une étoile blanche de la séquence principale. Si cette hypothèse se confirmait, WOHG-64 serait alors classé parmi les étoiles binaires. Cependant, aucune preuve tangible n'a été obtenue jusqu'à présent, notamment en raison des épais nuages de poussière environnants qui compliquent considérablement son observation. Quoi qu'il en soit, WOHG-64 est une étoile absolument fascinante, autant par sa taille colossale que par son éclat impressionnant et son énigmatique nuage de poussière. Elle illustre parfaitement à quel point l'univers peut être à la fois surprenant et captivant. Regardez ce monstre flamboyant. C'est une naine blanche. Ces étoiles sont connues pour engloutir les objets qui passent près d'elles. Et, un jour, ces objets pourraient bien être les planètes de notre propre système solaire. Selon une nouvelle étude, certaines régions du système solaire seront attirées par une naine blanche, puis écrasées et finalement réduites en une fine poussière, comme des grains de café dans un moulin à lame. Cette analogie vous plaît? L'état de naine blanche correspond à la dernière étape de la vie d'une étoile. Il s'agit d'un objet petit et très dense, généralement de la taille d'une planète, le résultat d'une faible masse et de l'épuisement de tout le combustible nucléaire disponible en son cœur, et de la perte de ses couches extérieures. Lorsque notre Soleil se transformera en naine blanche, ce qui ne manquera pas d'arriver, il détruira les astéroïdes et les lunes présents autour de Mars et de Jupiter. Ils seront pulvérisés par sa gravité. La Terre, elle, sera engloutie avant même que le Soleil ne se transforme en naine blanche. Mais cela ne se produira pas avant 6 milliards d'années. Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet sont parvenus à ces conclusions en observant ce qui est arrivé à des corps spatiaux, astéroïdes, lunes et planètes, qui passaient à proximité de 3 naines blanches. Pendant 17 ans, ils ont observé et analysé des transits, c'est-à-dire le moment où la luminosité d'une naine blanche diminue parce qu'un objet en orbite stable passe devant elle. Dans le cas des naines blanches, nous pouvons prédire ces transits et les utiliser pour étudier les étoiles elles-mêmes et les objets célestes qui passent devant elles. Ainsi, lorsqu'un objet s'approche trop près d'une naine blanche, l'immense gravité de l'étoile le déchire en des fragments de plus en plus petits. L'équipe de scientifiques a également découvert que les transits de ces débris sont chaotiques. De plus, ils ont généralement une forme étrange, ce qui signifie qu'ils ne cessent de se désagréger. La première naine blanche, utilisée pour étudier ce processus, semblait stable et relativement calme au cours des dernières années écoulées. Mais les scientifiques ont découvert des preuves d'un événement catastrophique majeur survenu aux alentours de 2010. L'étoile suivante s'assombrit de manière irrégulière tous les quelques mois avant de s'éclaircir à nouveau. Le comportement de la troisième naine blanche était proche des prévisions théoriques. Ces transits variaient en nombre, en forme et en profondeur. Mais la dernière étude a montré aux chercheurs que ces transits ont maintenant complètement cessé. Cela témoigne de la nature imprévisible des transits. Une minute, vous les voyez. L'instant d'après, ils ont disparu. La raison pourrait en être l'environnement chaotique dans lequel ils se produisent.
Quant à notre système solaire, et à notre planète en particulier, son destin est plutôt sombre. La Terre sera avalée par le Soleil en expansion avant même que notre étoile ne se transforme en naine blanche. Dans le reste du système solaire, plus loin du Soleil, certains astéroïdes situés entre Mars et Jupiter ainsi que certaines des lunes de Jupiter seront également détruits. Ils risquent en effet d'être délogés et de s'approcher trop près de la naine blanche. Toutefois, les astronomes ne sont pas certains à 100% que c'est exactement ce qui doit se passer dans notre système solaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment les choses évoluent durant les prochains 6 milliards d'années. En ce qui concerne les naines blanches, les scientifiques en ont récemment découvert une dont la surface présente une étrange cicatrice métallique. Cette tache pourrait s'être formée au moment où l'étoile a déchiqueté puis englouti une minuscule planète qui tournait autour d'elle. Les naines blanches, présentant des traces de métal dans leur atmosphère, ne sont pas rares. Ces traces sont causées par des planètes qui tombent sur les étoiles en raison de leur immense gravité. Les experts ont longtemps pensé que ces métaux devaient être répartis uniformément à la surface de ces naines blanches polluées. Mais une nouvelle étude a permis de découvrir une naine blanche présentant une étrange tache de métal concentrée. Cette étoile a été observée pendant 2 mois à l'aide du très grand télescope installé au Chili. Les chercheurs ont découvert une tache de métal opaque. Elle était située au-dessus de l'un des pôles magnétiques de l'étoile et bloquait une partie de sa lumière lors de sa rotation. Sur la base de cette observation, les astronomes ont conclu que le matériau avait pu être attiré vers l'étoile par le puissant champ magnétique de cette dernière. Ce processus est similaire à celui qui provoque les aurores boréales sur Terre, où des particules chargées suivent le champ magnétique jusqu'à la surface. La planète détruite par la naine blanche était très probablement petite, de la même taille que l'astéroïde Vesta dans le système solaire, qui ne mesure que 525 km de diamètre. Ces débris sont désormais bien visibles à la surface de l'étoile haute. Il est donc plus facile pour les chercheurs d'examiner la géochimie de la planète avant qu'elle ne soit dévorée. Une telle étude pourrait même s'avérer être l'un des meilleurs moyens d'observer les petits mondes situés au-delà du système solaire, même s'ils ont déjà disparu. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres étoiles balafrées comme celle-ci. L'étoile en question était la première, mais probablement pas la dernière. Mieux encore, les astronomes ont déjà découvert 2 naines blanches qui semblent présenter des cicatrices similaires. L'observation répétée de ces étoiles pourrait nous aider à percer encore plus de secrets et à faire d'autres découvertes. Une autre naine blanche étrange, découverte il n'y a pas si longtemps, semble avoir cessé de se refroidir en raison de la formation de cristaux internes. Cette découverte remet en question les théories existantes sur le vieillissement des étoiles ainsi que les méthodes d'estimation de leur âge. Mais les scientifiques ont peut-être compris la raison de ce phénomène. Les naines blanches sont considérées comme des étoiles mortes, c'est-à-dire qu'elles ne cessent de se refroidir, et que ce processus ne peut généralement pas être inversé ou interrompu. Mais en 2019, le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a découvert un certain nombre de naines blanches qui avaient cessé de se refroidir depuis plus de 8 milliards d'années. Cela pourrait signifier que certaines naines blanches peuvent générer beaucoup d'énergie supplémentaire, et cela va à l'encontre de la théorie classique de l'étoile morte. Au début, les astronomes n'arrivaient pas à comprendre comment cela pouvait se produire. Plus de 97% des étoiles de la Voie lactée se transforment en naines blanches. Les astronomes ont longtemps pensé que ces étoiles étaient en fin de vie. Après avoir épuisé leurs réserves d'énergie nucléaire, elles cessent de produire de la chaleur et se refroidissent. Le plasma dense qu'elles contiennent finit par geler et l'étoile se solidifie de l'intérieur. L'ensemble du processus peut prendre des milliards d'années. Mais de nouvelles données indiquent que dans certaines naines blanches, ce plasma dense ne se contente pas de geler. Au contraire même, les cristaux solides qui se forment lors du refroidissement deviennent moins denses et commencent à flotter vers le haut. Et ils déplacent ainsi le liquide, plus lourd, vers le bas. Le mouvement de cette matière vers le centre de la naine blanche libère de l'énergie gravitationnelle. Cette énergie est suffisante pour interrompre le processus de refroidissement de l'étoile pendant des milliards d'années. Cette explication correspond en fait aux propriétés des naines blanches que l'on a pu observer. Mais c'est la première fois qu'un tel processus est identifié dans un tout autre type d'étoile, et c'est incroyablement fascinant. Nous avons là un phénomène astrophysique tout à fait nouveau. Mais pourquoi cela se produit-il chez certaines étoiles et pas chez d'autres? Cela dépend probablement de la composition de l'objet. En effet, certaines naines blanches sont issues de la fusion de 2 étoiles différentes. Lorsqu'elles entrent en collision et forment une naine blanche, la composition de l'étoile change, ce qui permet la formation de ces cristaux flottants.
Cette découverte pourrait obliger les astronomes à revoir les méthodes qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour déterminer l'âge des étoiles. À l'heure actuelle, on utilise souvent l'état de naine blanche comme indicateur d'âge. Plus une étoile est froide, plus on pense qu'elle est âgée. Mais aujourd'hui, nous savons que le processus de refroidissement de certaines naines peut être retardé. Et cela fait vaciller les certitudes concernant les méthodes utilisées. Certaines étoiles pourraient être beaucoup plus vieilles qu'on ne le pensait, avec un écart de plusieurs milliards d'années. Ce phénomène récemment découvert signifie que certaines de ces étoiles sont en mesure de briller presque normalement pendant des milliards d'années supplémentaires. Cela complique les mesures et remet en question l'utilisation des naines blanches dans la reconstitution de l'histoire galactique. Restez à l'écoute. L'étoile de Przybylski a été découverte dans les années 60. Depuis lors, les astronomes sont intrigués par sa composition chimique unique. On soupçonne que l'étoile contient des éléments ultra rares, frôlant l'impossible. À l'aide d'un équipement spécial sur le télescope de l'Observatoire européen austral au Chili, les chercheurs ont effectué des relevés du champ magnétique de l'étoile. Ils ont découvert que la période de rotation de l'étoile, c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une révolution complète sur son axe, s'étend sur presque 200 ans, ce qui est extrêmement lent. Bien sûr, il existe des objets encore plus étranges, appelés étoiles AP. Il s'agit d'une catégorie d'étoiles d'un grand intérêt chimique, qui tournent extrêmement lentement, une rotation prenant jusqu'à 1000 ans. Ce qui rend ces étoiles encore plus singulières est la vaste gamme d'éléments chimiques que les astronomes détectent lorsqu'ils analysent leur spectre stellaire. Mais si nous examinons l'étoile de Przybylski, nous verrons qu'elle est à la fois similaire et différente des autres étoiles AP. Elle contient des quantités inhabituellement faibles de fer et de nickel. Notre Soleil en possède 10 fois plus, et des quantités incroyablement élevées d'éléments rares et lourds. Ceux-ci pourraient inclure du strontium, du césium et du néodyme, ainsi qu'au moins 2 éléments non découverts. Ils ne se produiraient pas par des processus naturels que nous comprenons actuellement. Il existe une hypothèse selon laquelle la présence de ces éléments lourds pourrait être causée par un compagnon invisible d'une étoile, comme une étoile à neutrons. Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'une composition chimique aussi incroyable pourrait être un signe de technosignature extraterrestre. Tout spécialiste vous dira qu'il s'agit du spectre stellaire le plus étrange qu'il ait jamais observé. Certains prétendent même qu'il y a tellement de lignes indicatrices chimiques qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qu'on regarde en observant le spectre de l'étoile. L'étoile de Przybylski contient également des niveaux élevés d'éléments radioactifs qui mettent plusieurs milliers d'années à se désintégrer. Et c'est ici qu'un autre mystère se pose. Ils auraient dû disparaître depuis longtemps de l'étoile. Après tout, elle est âgée d'1,5 milliard d'années. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à comprendre la raison de la présence de ces éléments. Peut-être est-ce dû à la combinaison des qualités rares de l'étoile. Elle tourne très lentement, elle est chaude, et elle possède un champ magnétique puissant. Cela pourrait amener à la surface des atomes qui, normalement, seraient mélangés à l'intérieur de l'étoile. Il existe une autre théorie qui explique la présence de ces éléments radioactifs. Ils pourraient être présents s'ils étaient eux-mêmes des formes désintégrées d'éléments ultra lourds que nous n'avons pas encore découverts. Jusqu'à présent, personne n'a pu prouver cette théorie. Même la découverte de la rotation super lente de l'étoile de Przybylski ne nous rapproche pas de la réponse. Il est évident qu'il y a beaucoup à apprendre sur cette étoile bizarre, et qui sait quel secret elle garde encore dans sa manche. Une autre étoile, non moins mystérieuse, s'appelle l'étoile de Tabi. C'est un astre semblable au Soleil situé à environ 1500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Contrairement à notre Soleil, cette étoile s'assombrit de manière aléatoire de 5 à 22%, et cela dure plusieurs jours d'affilée. La raison pourrait être une planète géante passant devant l'étoile. Mais dans ce cas, les éclipses seraient plus régulières et non si aléatoires. Et s'il s'agissait d'une planète de la taille de Jupiter, elle devrait également bloquer environ 1% de la lumière de l'étoile, ce qui la rendrait unique et différente de tout ce que nous connaissons. Après que l'astronome américaine Tabitha Tabi S. Boyajian a découvert les fluctuations massives et irrégulières de l'étoile en 2015, d'autres observations ont suivi. Elles ont montré que la luminosité globale de l'étoile diminue progressivement au fil des années. Certaines théories tentant d'expliquer ce phénomène sont assez crédibles. Par exemple, certains scientifiques pensent que ces variations de luminosité sont intrinsèques à l'étoile.
Elle pourrait être causée par son magnétisme ou des changements dans le flux de chaleur à l'intérieur de celle-ci. D'autres idées sont plus audacieuses, notamment certains types d'activités d'une civilisation extraterrestre. Une des théories les plus plausibles, cependant, est que l'assombrissement est causé par les fragments d'une exolune orpheline. Elle aurait pu être arrachée à sa planète mère par des interactions gravitationnelles avec l'étoile de Tabi. Alors que la Lune s'approchait de l'étoile, elle a explosé, envoyant des nuages de poussière en orbite stellaire. Ces innombrables morceaux de roche et de poussière se déplacent maintenant entre l'étoile de Tabi et la Terre dans un énorme nuage aggloméré. Cela pourrait effectivement expliquer pourquoi nous observons de telles variations irrégulières de luminosité. Habituellement, lorsque les astronomes repèrent une structure en bras spiraux, il s'agit généralement d'une galaxie, mais pas dans ce cas. SAO 206462, située à 460 années-lumière de notre planète, est une jeune étoile. Elle est entourée d'un disque circumstellaire de gaz avec des bras spiraux clairement définis. L'étoile étrange a été repérée lors d'une recherche d'exoplanètes avec l'aide du télescope Subaru, situé à Hawaï. Au lieu de trouver des planètes complètement formées autour d'une étoile jeune, les astronomes ont découvert des planètes qui étaient encore en formation. Ces planètes en gestation se développent à partir du disque de gaz et de poussière entourant l'étoile. Ce disque s'étend jusqu'à environ 80 unités astronomiques, soit 2 fois l'orbite de Pluton. Au moins 2 de ces planètes ont étiré le disque pour lui donner sa forme spirale extrêmement inhabituelle. Une planète différente est responsable de chaque bras. Dans notre galaxie d'origine, il y a une étoile géante qui est une véritable machine à vent stellaire. Pour l'instant, ce monstre n'attend que le moment pour exploser et envoyer une vague de radiation et de gaz chaud vers la Terre. Tout cela parce que c'est une Wolf-Rayet, une étoile qui est à ce point précaire avant d'exploser en supernova. Son cœur n'a plus d'hélium à brûler. Dès lors, l'étoile est contrainte de consommer des éléments beaucoup plus lourds, par exemple l'oxygène. Malheureusement, cela perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la fusion, conduisant l'étoile à se débarrasser de ses couches. Lorsque l'oxygène finira par s'épuiser, l'étoile deviendra une supernova. Mais cette fois, le spectacle sera différent. En effet, WR104 fait partie d'un couple binaire, ce qui signifie que 2 étoiles s'alimentent mutuellement, accélérant ainsi leur vent stellaire. Cela continuera jusqu'à ce qu'elles commencent à tourner à une vitesse incroyablement rapide. L'explosion potentielle va-t-elle nuire à la Terre? D'une part, nous sommes suffisamment éloignés pour qu'une supernova dirigée ne puisse pas endommager notre planète. En même temps, il y a une menace d'un sursaut gamma extrêmement dangereux. Heureusement pour nous, il faut un enchaînement d'événements très spécifiques et peu probables pour qu'une étoile Wolf-Rayet produise un sursaut gamma. De plus, même si cela se produit, l'étoile pourrait être suffisamment orientée pour que le danger nous évite. Quoi qu'il en soit, les astronomes continuent d'observer l'étoile, au cas où. Une étoile située dans la constellation du Centaure cache un secret que peu de gens connaissent. À première vue, elle ressemble à une naine blanche peu lumineuse. Mais lorsque les astronomes l'ont analysée, elle s'est révélée incroyablement dense. Imaginez la masse du Soleil comprimée dans un objet qui ne fait qu'un tiers du diamètre de la Terre. Cette merveille de l'espace est également plutôt froide. Sa température centrale n'est que de 6600 degrés Celsius. Pour comparaison, la température centrale du Soleil est d'environ 15 millions de degrés Celsius. À de telles températures basses, les étoiles commencent à vibrer. Et ensuite, les scientifiques peuvent utiliser ces vibrations pour regarder à l'intérieur d'une étoile. Et dans le cas de l'étoile en question, qui fut plus tard nommée Lucie, ils ont découvert que son noyau de carbone s'était cristallisé. En d'autres termes, il a formé un diamant géant de 10 milliards de milliers de milliards de carats. Depuis la découverte de Lucie, quelques autres étoiles cristallisées ont été repérées. Certaines d'entre elles ont des cœurs de diamant de la taille de notre planète. L'étoile bizarre finale pour aujourd'hui s'appelle Vega, et elle est aplatie. La taille renflée de l'étoile est causée par une vitesse de rotation extrêmement élevée. Vega effectue une rotation complète toutes les 12 heures et demie. Cela pousse le matériau autour de son équateur vers l'extérieur. Il entraîne également le phénomène connu sous le nom d'assombrissement gravitationnel, lorsque le matériau stellaire plus éloigné du centre de l'étoile subit moins de gravité, ce qui le rend plus frais et plus sombre. Ainsi, lorsque Vega fait face à la Terre avec le pôle orienté vers nous, elle semble parfaitement ronde. Mais le halo sombre autour de son centre est un signe révélateur de la forme aplatie de Vega.
Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie. La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. N'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre. C'est une distance énorme, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008. Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière. Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9. Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni l'amas stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie et comment a-t-elle été formée ? Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites. Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétars nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants, d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies. Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies.
Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable. Et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides? Nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte. Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tout des vides, des supervides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres. Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas, créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil. Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée, tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable. Les océans couvrent environ 70% de la surface de la Terre, et nous n'en avons exploré que 5 à 20%. Et récemment, les astronomes ont découvert encore plus d'eau. Une immense réserve flotte dans l'espace, près d'un quasar situé à plus de 12 milliards d'années-lumière. Et il ne s'agit pas d'une simple flaque d'eau, mais d'une quantité absolument impressionnante. Environ 140 000 milliards de fois plus importante que toute l'eau des océans de la Terre. Elle gravite autour d'un trou noir supermassif 20 milliards de fois plus grand que notre Soleil. Ce trou noir est entouré d'un quasar extrêmement lumineux. Il émet autant d'énergie que 1000 milliards de soleils réunis. J'en ai un peu le vertige. D'ailleurs, comme la lumière met du temps à nous parvenir, nous voyons ce quasar tel qu'il était lorsque l'univers était encore jeune. Les astronomes sont convaincus que cette immense réserve d'eau est la plus éloignée et la plus grande jamais découverte dans l'espace. Matt Bradford, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a précisé que c'est grâce à son environnement unique que ce quasar est à même de produire une telle quantité d'eau. L'équipe de Bradford, en collaboration avec un autre groupe d'astronomes,
étudie depuis un certain temps ce quasar et le trou noir supermassif qui se trouve en son centre. Ils ont remarqué que lorsque le trou noir attire la matière environnante, il réchauffe le gaz et la poussière qui se trouvent à proximité. Ce processus a créé une zone remplie de molécules qui n'avaient jamais été observées à une telle distance auparavant. Les premiers quasars ont été détectés il y a plus de 50 ans, lorsque des télescopes ont repéré des objets extrêmement lumineux dans l'espace lointain. Ce ne sont pas des étoiles ordinaires, ils brillent au centre de galaxies lointaines et sont si puissants qu'ils éclipsent toutes les étoiles qui les entourent. Au cœur de chaque quasar se trouve un trou noir gigantesque, des millions, voire des milliards de fois plus lourd que le Soleil. Lorsque le gaz et la poussière tourbillonnent vers le trou noir, ils se réchauffent et libèrent une quantité incroyable d'énergie. Cela fait du quasar l'un des objets les plus brillants et les plus puissants que nous ayons jamais observés dans l'espace. Observer les quasars, c'est comme remonter dans le temps. La lumière que nous voyons aujourd'hui a voyagé pendant des milliards d'années. Elle permet aux scientifiques d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemblait l'univers dans un passé lointain. Les quasars peuvent nous aider à comprendre comment les galaxies se sont formées, comment la matière s'est propagée et comment les premières structures cosmiques se sont assemblées. Certains quasars émettent d'énormes jets de particules ultra rapides. En s'étendant dans l'espace, ils peuvent parfois modifier des régions entières de l'univers. Mais revenons à cette eau sidérale, ou plutôt à cette vapeur d'eau. Lorsque les astronomes l'ont découverte, elle flottait autour du quasar, répartie sur une immense zone large de plusieurs centaines d'années-lumière. À titre de comparaison, une seule année-lumière équivaut à environ 9,6 billions de kilomètres. Même si le gaz y est incroyablement rare, contrairement à ce que nous connaissons sur Terre, il est beaucoup plus chaud et plus dense que le gaz présent dans la plupart des autres galaxies, y compris dans notre propre Voie lactée. La température de ce gaz est d'environ -52 degrés Celsius, et sa densité est environ 300 000 milliards de fois inférieure à celle de l'atmosphère terrestre. Cela semble extrême. Même à l'échelle de l'espace, c'est inhabituel. Or, la vapeur d'eau n'est pas une molécule comme les autres. Le fait même qu'elle existe à proximité d'un quasar suggère que cette zone est régulièrement exposée à des radiations. C'est cette exposition qui maintient le gaz à une température plus élevée que la normale. Pour ajouter au mystère, les astronomes ont également détecté du monoxyde de carbone et d'autres molécules. En d'autres termes, il y a beaucoup de matières premières dans les environs. À l'avenir, ce gaz pourrait contribuer à agrandir encore davantage le trou noir supermassif, jusqu'à 6 fois sa taille actuelle. Cependant, ce n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Une partie du gaz pourrait être aspirée par le trou noir, une autre pourrait former de nouvelles étoiles, et une autre encore pourrait être projetée dans l'espace. La découverte de vapeur d'eau dans un quasar aussi lointain signifie que les éléments constitutifs de l'univers existent depuis des milliards d'années. L'eau est essentielle à la vie telle que nous la connaissons, donc sa présence il y a si longtemps suggère que les ingrédients nécessaires à la vie existaient bien plus tôt que nous ne le pensions. Cependant, l'eau n'est pas seulement importante pour la vie. Elle joue également un rôle clé dans la formation des étoiles et des galaxies. Lorsque d'énormes nuages de gaz se refroidissent, l'eau contribue à leur effondrement, facilitant ainsi la naissance de nouvelles étoiles. Mais comment les chercheurs ont-ils pu repérer cet énorme nuage d'eau ? En 2008, l'équipe de Bradford a commencé à rechercher de l'eau dans l'espace à l'aide d'un instrument spécial appelé ZSPEC. Celui-ci était fixé à un télescope de 10 mètres à Hawaï. Pour vérifier leurs résultats, ils ont utilisé un autre outil puissant, le CARMA. Il s'agit d'un groupe d'antennes radio situé dans les montagnes du sud de la Californie. Au même moment, une autre équipe recherchait de l'eau à l'aide d'un télescope situé dans les Alpes françaises. En 2010, cette deuxième équipe a détecté une infime trace d'eau dans notre lointain quasar. Il s'agissait d'un signal minuscule. Par la suite, le groupe de Bradford a détecté d'autres signaux. C'était la preuve dont nous avions besoin pour conclure qu'il y avait effectivement une énorme quantité d'eau là-bas. Aujourd'hui, notre nuage flottant de vapeur d'eau n'est plus le seul endroit où nous avons trouvé cette molécule en dehors de la Terre. Les scientifiques ont récemment fait une découverte majeure. Il existe d'énormes réserves d'eau liquide cachées profondément sous le sol martien. En théorie, les futurs astronautes pourraient donc utiliser cette eau pour leur mission, voire pour s'installer de manière permanente sur Mars. Mais bien sûr, il y a un hic. Cette eau ne se trouve pas dans de jolis lacs ou océans facilement accessibles. Elle est enfouie si profondément à l'intérieur de Mars que nous n'avons aucun moyen de l'atteindre avec la technologie dont nous disposons actuellement.
Les scientifiques l'ont découverte en analysant les données sismiques de la sonde Mars InSight. Celle-ci a détecté une activité sismique étrange, que l'on peut expliquer par la présence de ces réserves d'eau cachées. Mars contient donc encore de l'eau aujourd'hui, principalement sous forme de glace à la surface ou juste en dessous. Mais ce n'est rien comparé aux quantités massives que la planète contenait il y a des milliards d'années. La grande question est la suivante. Où est passée toute cette eau? Les scientifiques pensent qu'elle s'est soit évaporée dans l'espace, soit déplacée vers l'intérieur de la planète, où elle pourrait désormais être piégée sous forme de gisements liquides ou de dépôts de glace. Le problème? Nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau perdue par Mars. Cette question reste donc sans réponse pour l'instant. La Lune, satellite de la Terre, contient également de l'eau, mais pas sous la forme que vous imaginez. Au lieu de lacs ou de rivières, l'eau de la Lune est principalement constituée de glace, répartie de manière inégale à sa surface. Les pôles, froids et ombragés, en sont particulièrement riches, car ils ne sont jamais exposés au soleil. Une grande partie de cette glace est également mélangée au sol lunaire et enfouie profondément, ce qui la rend très difficile à atteindre. Il y a ensuite Encelade, l'une des lunes de Saturne. Elle est minuscule, avec un diamètre de seulement 505 km. C'est tout de même suffisant pour contenir l'Arizona. Tiens, pourquoi ne pas essayer? Plus sérieusement, lorsque la sonde spatiale Cassini de la NASA est arrivée près de Saturne, les scientifiques s'attendaient à trouver un monde gelé et stérile. Mais au lieu de cela, ils ont observé d'énormes panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau jaillissant de geysers près du pôle sud. Cela signifiait qu'un océan gigantesque devait se cacher sous sa croûte glacée, pris en sandwich entre le noyau rocheux de la Lune et sa surface gelée. Le fait que cet océan soit actif et envoie constamment des matériaux dans l'espace fait d'Encelade une candidate de choix pour de futures explorations. Nous avons également Europe, l'une des lunes de Jupiter et l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie extraterrestre. Europe possède un gigantesque océan d'eau salée qui pourrait atteindre 64 à 161 km de profondeur. Cela signifie qu'il pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Mais il y a un obstacle de taille. Cet océan est caché sous une épaisse couche de glace, et les scientifiques pensent qu'il aurait une épaisseur située entre 16 et 32 km. L'océan d'Europe reste liquide grâce aux forces de marée exercées par la gravité de Jupiter. L'attraction massive de la planète étire et comprime la Lune, créant une friction qui la réchauffe à l'intérieur et empêche l'océan de geler. Le plus passionnant, c'est que les scientifiques pensent que des panaches d'eau pourraient jaillir des nombreuses fissures qui parsèment la surface glacée d'Europe. Si cela se confirme, nous pourrions un jour être en mesure de prélever des échantillons de cet océan sans avoir à forer à des kilomètres de profondeur. Cependant, de nombreuses inconnues subsistent. Quel est le volume des réserves d'eau d'Europe? À quelle vitesse se recongèle-t-il? Et comment la température et la pression extrême affectent-elles la glace? Les scientifiques sont impatients de le découvrir, car l'océan d'Europe est l'un des lieux les plus prometteurs où trouver des microbes extraterrestres dans notre système solaire. Habituellement, lorsque nous regardons des photos d'astronautes dans l'espace, nous pouvons voir qu'ils sont attachés de quelque manière à leur vaisseau spatial. Mais il y a eu un astronaute courageux qui a fait un grand pas dans l'inconnu, sans aucun câble de sécurité pour le relier à sa navette. Cet homme courageux s'appelait Bruce McCandless, et il a fait cette prouesse en 1984. Comment est-il revenu, vous demandez-vous? Il a réalisé ce tour de force à l'aide d'un réacteur dorsal à l'azote, une unité à manœuvre manuelle de la NASA. Il a d'abord effectué des manœuvres d'essai dans la soute de Challenger. Ce n'est qu'après s'être assuré que tout fonctionnait bien que McCandless a décidé de se lancer et d'aller se balader à une centaine de mètres de la navette. Des statistiques un peu tristes. Sur les 430 personnes qui ont fait le saut dans l'espace, 18 ont malheureusement perdu la vie, ce qui nous donne un taux de mortalité d'un peu plus de 4%. Au vu de ces chiffres, on peut affirmer que les navettes spatiales sont des moyens de transport très peu sûrs, c'est évident. Mais clarifions un peu les choses. Si nous calculons mieux ces chiffres, nous pouvons obtenir un pourcentage plus faible. Comment? Eh bien, 4% est un peu trompeur, parce qu'avec ce calcul, nous prenons en compte tous les vols spatiaux. Or, certaines personnes ont effectué plusieurs vols, ce qui réduit la probabilité. Avec plus de 600 sièges occupés lors de 113 vols, le véritable taux de mortalité des missions est en fait plus proche de 2%. Testons maintenant votre culture générale, voulez-vous? Quel a été le premier être vivant envoyé dans l'espace? Vous avez répondu un singe? Vous vous trompez. Pour ceux qui ont répondu un chien,
Désolé, ce n'est pas correct non plus. Le 9 juillet 1946, des drosophiles ont été les premiers êtres vivants à se rendre dans l'espace lors d'un vol suborbital à bord d'une fusée V2. Le 20 février 1947, ces petites bêtes sont revenues saines et sauves de leur voyage, ouvrant ainsi la voie à l'exploration humaine de l'espace. Avant d'envoyer des mammifères en mission, comme le singe Rhesus Albert II en 1959, ou les célèbres chiens de l'espace, les scientifiques ont passé beaucoup de temps à étudier les mouches à fruits pour voir comment elles réagissaient aux radiations et aux conditions de voyage. Les chercheurs avaient commencé à utiliser des drosophiles pour leurs expériences dès les années 10. Vous savez pourquoi? Parce que les humains partagent un grand nombre de gènes avec ces petites bestioles. Imaginez que vous entendiez une musique effrayante lorsque vous êtes plongé dans l'obscurité et qu'il n'y a personne pour vous aider. Imaginez maintenant à quel point les astronautes qui ont entendu cette musique inquiétante dans leur navette ont pu être bouleversés. Quelques mois avant leur atterrissage sur la Lune, les astronautes de la mission Apollo 10 étaient en orbite autour de notre satellite, en train de tester leur équipement lorsqu'ils ont entendu d'étranges bruits. Eugene Cernan, en plaisantant, a remarqué que ces bruits étaient sinistres et qu'ils ressemblaient à une musique bizarre. À ce moment-là, les astronautes n'avaient pas de contact avec le centre de contrôle. Ils se trouvaient près de la face cachée de la Lune. Ces bruits ressemblaient à la bande sonore d'un film de science-fiction. Mais la NASA a décidé de ne pas en faire grand cas, voulant protéger la santé mentale des astronautes. Malgré des années de spéculation, les théories allant de l'interférence radio à l'activité de particules chargées, la source des bruits reste inconnue. Cernan a remarqué plus tard que personne à bord n'avait pris ces bruits au sérieux et qu'ils ne les avaient pas signalés après la mission. Il y a de fortes chances que nous ayons déjà reçu des messages de nouveaux amis venus d'autres galaxies, mais que nous n'ayons pas réussi à les comprendre. En août 1997, des astronomes utilisant le radiotélescope Big Ear de l'Université de l'Ohio ont capté un étrange signal radio à bande étroite, provenant de la constellation du Sagittaire, qui a duré 72 secondes. Ce signal bourdonnait à une fréquence de 1420 MHz, ce qui est significatif car cela correspond aux émissions naturelles de l'hydrogène. Cette fréquence avait été signalée par les scientifiques près de 20 ans plus tôt comme un choix probable pour les civilisations extraterrestres qui tenteraient de nous contacter. Ils l'ont appelé le signal WOW. Après que l'un des astronomes se soit ainsi exclamé par écrit sur son relevé, nous n'avons plus jamais entendu ce signal, et personne n'a été en mesure d'expliquer son origine de manière satisfaisante. Après avoir passé environ un mois dans l'espace, les astronautes commencent à perdre beaucoup de peau sous les pieds, en particulier les callosités coriaces qu'ils ont accumulées au fil du temps. Un astronaute a même appelé le centre de contrôle de la mission un peu paniqué lorsqu'il a remarqué qu'un morceau de son talon se détachait littéralement. Mais pas d'inquiétude. Au fur et à mesure que les vieilles callosités disparaissent, il en apparaît assez vite de nouvelles sur le dessus des pieds. Cela permet aux astronautes de bien s'accrocher aux appuis, un peu comme des trapézistes de l'espace. Voir du sang dans ses urines est effrayant. En apesanteur, le sang ne descend pas dans le bas du corps de la même manière que sur Terre. Cela peut conduire à des situations un peu effrayantes dans les navettes. Les pulsions naturelles sont universelles, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Il y a deux raisons principales pour lesquelles les astronautes ne peuvent pas utiliser les toilettes traditionnelles dans l'espace. Tout d'abord, l'eau est une ressource extrêmement précieuse à bord d'un véhicule spatial. Deuxièmement, il n'y a pas d'écoulement gravitationnel de l'eau dans l'espace. L'eau potable à bord d'une station spatiale est contenue dans des poches et on se désaltère différemment que sur Terre. En apesanteur, un dispositif spécial, avec aspiration et sac jetable, est utilisé pour la collecte des déchets, le stockage étant évacué tous les 10 jours. En outre, les navettes sont équipées de systèmes complexes conçus pour recycler et filtrer les déchets liquides et les convertir en eau utilisable pour les besoins quotidiens des astronautes. Comme si tout cela n'était pas suffisant, le fait de passer une période prolongée à flotter dans l'espace pose un autre problème. Le corps peut perdre ses bourses séreuses, ces petits coussins que l'on trouve entre les articulations de la hanche. Si cela ne pose pas de problème immédiat dans un environnement sans gravité,
le retour sur Terre peut transformer le simple fait de s'asseoir, que ce soit sur une chaise ou sur des toilettes, en une véritable torture. Les mouvements de fluide qui contribuent aux problèmes sanguins ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent également faire des ravages dans les sinus des astronautes, créant une sensation constante de congestion. C'est comme si l'on vivait en permanence dans une pièce étouffante, sans pouvoir se soulager. Ainsi, il y a de nombreux défis à relever lors d'un voyage spatial de longue durée, une expérience aussi difficile qu'excitante. Un autre défi auquel les astronautes sont confrontés est la perte de vision, également connue sous le nom de syndrome oculaire, ce qui semble tout à fait scientifique. Bien que la cause exacte reste un peu mystérieuse, on pense que la pression supplémentaire exercée sur le cerveau peut endommager la rétine et le nerf optique. Et voici un fait amusant. Cette maladie touche surtout les hommes. Par ailleurs, vous pourriez penser que fermer les yeux dans l'espace équivaut à se plonger dans le noir, mais ce n'est pas le cas. En raison des niveaux élevés de rayonnement, les astronautes voient encore de vives lumières traverser certaines parties de leurs orbites. C'est un phénomène assez étrange qui les tient sur le qui-vive, même les yeux fermés. Passons à la vitesse supérieure et parlons de la santé des os dans l'espace. Il s'avère que la pesanteur peut vraiment faire des ravages sur le squelette des astronautes. Ils peuvent perdre jusqu'à 2% de leur masse osseuse chaque mois, ce qui est assez incroyable. Mais la bonne nouvelle, les chercheurs ont mis au point de nouveaux exercices qui les aident à lutter contre la perte de masse osseuse. Ainsi, même si les voyages dans l'espace ne sont pas sans poser de problèmes, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour que nos astronautes restent en pleine forme pendant qu'ils explorent l'univers. L'effondrement terminal est une théorie intéressante sur la façon dont l'univers pourrait prendre fin. Il s'agit en fait de l'inverse du Big Bang. Imaginez que l'univers s'étende pendant des siècles et des siècles, puis qu'il freine et commence à s'effondrer sur lui-même, peut-être même en formant un énorme trou noir. Les scientifiques étudient cette question en se penchant sur la densité de l'univers. S'il est trop dense, un tel effondrement pourrait réellement se produire. Au début, on pensait que la gravité finirait par prendre le dessus et arrêterait l'expansion due au Big Bang. Mais nous avons ensuite découvert cette chose mystérieuse appelée énergie noire, qui accélère en réalité cette expansion. De ce fait, il semble que l'effondrement terminal soit peu probable. À l'heure actuelle, toutes les données indiquent que l'énergie noire est là pour rester, et que l'univers va donc continuer à s'étendre indéfiniment. Des explosions étranges aux teintes bleues vives surgissent ça et là dans l'univers, captivant l'attention des astronomes. Ce phénomène rare et d'une puissance exceptionnelle porte un nom savant: transitoire, optique, bleu rapide. Curieusement, ce phénomène ne se comporte comme rien de ce que nous connaissons, et les choses ont pris une tournure encore plus inattendue lorsque le dernier en date s'est produit dans une région improbable. Pour bien saisir ce qui s'est passé l'an dernier, il nous faut de remonter un peu dans le temps. Ce type d'explosion inhabituelle a été observé pour la première fois en juin 2018. L'éruption bleue, située à environ 200 millions d'années-lumière de la Terre, a été surnommée The Cow. Bien entendu, cet événement n'avait rien à voir avec une vache, mais il présentait une configuration insolite. À l'époque, cette explosion se distinguait comme l'événement le plus asymétrique jamais détecté par les astronomes, se déployant dans l'espace sous une forme aplatie semblable à celle d'une crêpe, contrairement à la forme sphérique attendue. Ce phénomène rappelle une supernova, une explosion cosmique courante qui survient lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire et s'effondre sous sa propre gravité. Cependant, les chercheurs ont relevé 3 distinctions majeures. Premièrement, ce phénomène est bien plus puissant qu'une supernova ordinaire. Lorsqu'il se manifeste, l'éclair bleu libère plus d'énergie qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'étoiles comparables au Soleil. Deuxièmement, il est beaucoup plus rapide. L'explosion atteint sa luminosité maximale et disparaît en quelques jours, alors qu'une supernova peut nécessiter des semaines, voire des mois, pour disparaître complètement. Enfin, troisième différence, ces éclats bleus peuvent être d'une luminosité bien plus intense. Ces objets énigmatiques sont considérés comme le phénomène optique le plus lumineux connu dans l'univers. Mais contrairement à une supernova classique, il semble qu'aucun élément radioactif ne soit à l'origine de cette brillance. Cela implique donc que l'énergie provient d'une autre source. Mais la question demeure, de quelle source s'agit-il ?
Les scientifiques sont encore loin d'avoir percé tous les mystères entourant ce phénomène. Depuis qu'il a été observé pour la première fois, des investigations approfondies sont en cours, et 15 télescopes à travers le monde scrutent en permanence le ciel pour le détecter. Depuis 2018, ces explosions extrêmes ont été observées environ une fois par an. Ainsi, bien qu'elles soient rares, elles ne sont pas aussi exceptionnelles qu'on pourrait le penser. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'existence de ces transitoires optiques rapides. La plus plausible est qu'il s'agirait d'un résidu stellaire. Autrement dit, ce qui subsiste lorsqu'une étoile arrive à la fin de son cycle. Les deux principaux candidats sont une étoile à neutrons, ou un trou noir, émettant des radiations à des vitesses proches de celles de la lumière. La théorie suggère qu'il s'agirait d'une étoile massive, bien plus imposante que celle qui donne naissance aux supernovas habituelles. Au moment où cette étoile commence à s'effondrer, il serait logique qu'elle laisse un trou noir derrière elle. Si cette étoile gigantesque refuse de quitter l'univers discrètement, elle pourrait former un disque d'accrétion tourbillonnant autour du trou noir, constitué de gaz, de poussière et d'autres matières. Ce disque pourrait projeter des jets de matière à des vitesses extrêmement élevées, semblables à de puissants jets cosmiques. Cela pourrait correspondre précisément à ce que nous observons sous la forme de ces brusques éruptions lumineuses. Cependant, cela reste une théorie parmi d'autres. La véritable cause de ces explosions demeure un mystère, nécessitant encore de nombreuses observations et analyses. Les chercheurs considèrent que comprendre un tel phénomène représente une véritable aubaine, car il s'agit là d'un résidu stellaire loin d'être inactif, mais au contraire en pleine effervescence. Depuis que ce phénomène a été repéré pour la première fois, toutes les occurrences similaires observées par nos télescopes se sont produites dans le même type de région. Autrement dit, ces explosions avaient toujours lieu dans les bras spiraux de différentes galaxies. Cependant, l'année dernière, la situation a changé. En avril 2023, le télescope spatial Hubble a surpris les scientifiques en capturant des images de ce même type d'explosion inhabituelle. Mais cette fois-ci, en plein milieu de l'espace intergalactique. Contrairement aux attentes, cette explosion ne s'est pas produite à l'intérieur d'une galaxie, mais dans l'espace entre deux d'entre elles, à environ 50 000 années-lumière d'une grande galaxie spirale et à 15 000 années-lumière d'une plus petite. Cet événement a été baptisé The Finch. C'est bien notre veine. Alors que nous commencions à entrevoir des réponses, l'apparition du phénomène Finch dans une localisation aussi inattendue est venue bouleverser nos certitudes. Il se pourrait donc qu'il existe une autre explication. Suite à cette découverte, les spéculations ont rapidement émergé. L'une des hypothèses avancées suggère qu'il pourrait s'agir d'une collision entre deux étoiles à neutrons se déplaçant loin de leur galaxie d'origine. Ces deux astres auraient pu s'attirer en spirale pendant des milliards d'années avant d'entrer en collision. Lors de cette collision, elles auraient produit une explosion 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Pour valider cette hypothèse, l'une des étoiles à neutrons devrait posséder un champ magnétique très puissant, ce qui amplifierait l'explosion. Une autre possibilité envisagée est que l'explosion résulte d'une étoile déchirée par un trou noir, dont la masse représenterait entre 100 et 1000 fois celle du Soleil. Bien que de nombreuses questions demeuraient sans réponse, une chose est certaine. Le Finch est bel et bien un transitoire optique bleu rapide. Hormis l'emplacement inhabituel de son apparition, ce phénomène présente toutes les caractéristiques requises pour être classé ainsi. Une luminosité exceptionnelle et une vitesse fulgurante, avec une origine encore extrêmement difficile à élucider. Par ailleurs, les observations des télescopes Gemini South, de l'Observatoire de rayons X Chandra et du radiotélescope Very Large Array ont confirmé cette classification. L'ajout de ces nouvelles données ne fait que compliquer davantage les efforts des chercheurs pour discerner un éventuel schéma dans cet ensemble de phénomènes. Le Finch n'est pas le seul phénomène inhabituel de cette catégorie. Revenons un an en arrière, en 2022. Une explosion bleue a été détectée en septembre, et elle a été surnommée le diable de Tasmanie. Comme les autres événements similaires, cette explosion bleue est apparue et s'est estompée très rapidement. Puis, un événement mystérieux s'est produit. Exactement 100 jours plus tard, les observateurs qui continuaient à suivre le phénomène ont eu droit à un cadeau de Noël anticipé, une nouvelle éruption, aussi brillante et fascinante que la première. Incroyable. Cela signifie que nous parlons de deux explosions étranges et similaires, survenues au même endroit et dans un laps de temps rapproché.
C'était une première dans le domaine. Très vite, 13 télescopes à travers le monde, dont l'un équipé d'une caméra à haute vitesse, se sont focalisés sur le phénomène du diable de Tasmanie. En l'espace de 120 jours, ils ont réussi à capturer 14 autres impulsions lumineuses irrégulières. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il prouve que, loin de se manifester une seule fois pour disparaître comme prévu, le diable de Tasmanie a continué à émettre des explosions d'énergie comparables à celles d'une supernova, à maintes reprises. Imaginez une telle puissance. Ce scénario continue de captiver la communauté scientifique, car il repousse les limites de la physique. Non seulement en raison de cette production d'énergie extrême, mais aussi à cause des éclats de courte durée. Pour vous donner une idée, ces éruptions lumineuses durent de 10 minutes à environ 4 heures. Et croyez-moi, à l'échelle de l'univers, c'est prodigieusement rapide. C'est la seule fois qu'une saison prolongée de cet événement a été observée. Toutefois, après réflexion, les avis au sein de la communauté scientifique sont partagés. D'un côté, certains pensent que le diable de Tasmanie pourrait être un événement totalement unique. De l'autre, il est possible que ce soit simplement la première fois que nos télescopes l'ont observé sous un angle aussi direct. Pour approfondir notre compréhension de ce phénomène, les scientifiques ont besoin d'étudier un plus grand nombre d'échantillons. Tous les espoirs reposent comme désormais sur le futur observatoire Vera C. Rubin, en cours de construction au Chili. Il sera équipé d'un télescope de 8 mètres de diamètre et de la plus grande caméra numérique jamais conçue pour ce type d'observation. Selon la NASA, cette technologie pourrait enfin apporter des réponses sur ces mystérieuses explosions bleues. Nous avons de quoi nous réjouir, car cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans notre compréhension de l'évolution stellaire.